refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous abordons la seconde partie de notre passionnante rencontre avec Pascal Cagny. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Au sommaire de ce 150e numéro d'On refait le Mac, la seconde partie de notre émission consacrée à Pascal Cagny. L'ancien directeur général et vice-président d'Apple Europe nous ouvre son livre de souvenirs. Il revient sur ses relations avec son boss et ami, Steve Jobs, mais aussi son successeur, Tim Cook, sans oublier de porter un regard sur la politique de communication si particulière de la firme de Cupertino. Quid également du futur? Apple est-elle en panne d'innovation? Quels nouveaux produits peut-on attendre dans un avenir proche? Pascal Cagny nous répond sans langue de bois. Et n'oubliez pas de participer à notre concours organisé par Beezy, notre partenaire qui fête ses 10 ans, vous offre 20 robes Sunset pour MacBook Pro Retina en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On refait le Mac, épisode 150, rencontre avec Pascal Cagny, deuxième partie. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. De retour pour la seconde partie de notre émission consacrée à Pascal Cagny. N'oubliez pas notre concours donc pour remporter l'une des 20 housses Beezy offertes par notre partenaire. La question vous sera posée en fin d'émission et surtout la réponse elle va glisser tout au long de cette émission. Donc soyez attentifs avec comme invité, comme chroniqueur, comme la semaine dernière, Cédric Ingrand de la chaîne Info et Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Sans oublier avec moi dans le studio de Tech TV, Pascal Cagny. Alors on va parler justement d'amitié avec un personnage important au sein d'Apple, c'est Steve Jobs. Quelle était la nature de tes relations avec lui? C'était un ami, c'était un patron, tu avais des conversations qui allaient au-delà justement du purement travail. Comment ça se passait concrètement? J'ai toujours pris le soin de ne pas mélanger ce que je considère être le jardin privé de cette relation, parce qu'effectivement c'était mon boss, c'était aussi un ami sans aucun doute, et quelqu'un avec qui j'avais des relations qui finalement étaient extrêmement épisodiques, puisque patron de l'Europe à plusieurs milliers de kilomètres, je passais en gros tous les trimestres un peu de temps là-bas, et là j'avais sans doute un des rares privilèges des moins de 50 VP que l'on était, qui est de passer ce temps avec Steve. Donc ça, c'est quelque chose qui m'était très particulier. Je pense qu'il avait trouvé un Frenchie qui baragouinait l'anglais plutôt bien, qui était sans doute en termes de culture assez disruptif et différent comme il l'aimait, et qui finalement a délivré des résultats en préservant le positionnement de la marque, et sans doute sans vouloir simplement être le yes man que sont devenus trop des gens qui ont eu du succès chez Apple, parce que le succès de l'Europe, la différence de l'Europe m'a permis de finalement avoir 12 années exceptionnelles où j'ai pu à la fois grandir, mais surtout faire grandir mon organisation avec une forme d'autonomie rare et unique. Non. C'est qui les yes donc men? voilà un petit peu sur la relation avec Steve. Tu ne veux pas dire apparemment. Non, mais j'ai rien de plus à vous dire sur le sujet. C'est-à-dire que chaque fois qu'il venait ici, on se voyait. Chaque fois que j'y allais, on se voyait. C'était comme une lettre à poste chaque fois que je passais du temps. Et quand je ne le pas, j'étais déçu. Et il prenait souvent le soin de m'envoyer un petit mot en me disant « Pascal, je ne suis pas là, je suis ailleurs, je n'ai pas le temps. Dès que tu reviens, on se parle. » Donc j'ai une relation très particulière. Tout ce qu'on dit de mal et de bien sur Steve, je pense qu'il y a une forme de… Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours évident. Absolument. Et j'ai eu quelques relations très fortes. On s'est battu un jour, on n'était pas d'accord sur une expo, je crois que c'était la même expo où j'étais venu te voir, où il nous reprochait d'avoir mis par exemple sur un des iPods une sorte de célébration qui était le 20e anniversaire d'Apple France. Et alors qu'on avait fait pour une fois
tout ce qu'il fallait en faisant passer tous les différents steps avec le fameux marketing produit qui sont essentiellement les ayatollahs de cette société, qui ne comprennent pas très bien l'international et qui veulent imposer des normes proches de celles des États-Unis. Donc on avait une bataille forte. Et c'est là où je m'étais un petit peu, on s'était réellement frictionné, mais très vite on est rendu compte que c'était anecdotique à l'égard de ce qu'on essayait de bâtir ensemble. Je rappelle quand même que l'Europe passait de 1 à 40, alors que la Chine n'était pas encore ici. C'était bien plus important que ces petites batailles d'ego et autres. Ouais. Et Monsieur X, que tu connais bien, puisque c'est toi qui l'as embauché, on le salue. Malheureusement, il ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous. Il nous avait raconté effectivement cet épisode assez extraordinaire. Et absolument, il était au cœur de cela. Et c'est vrai que j'imagine que le fait de le voir débarquer en France, faire une keynote, ça devait être une pression terrible, parce qu'il avait des exigences, je pense, hors normes, hein, parce que c'était un personnage hors norme de ce côté-là. Absolument, c'était une poussée d'adrénaline extrêmement difficile, mais quand on le vivait en ayant une fois encore des résultats et je pense un minimum de relations personnelles avec Jobs, ça s'est bien passé. Les keynotes faites ici, même au plus difficile de celles qu'on a annulées au moment de l'attentat du 11 septembre, ou ensuite au moment où on avait encore un débat, si oui ou non il fallait faire une keynote alors que l'on avait encore l'Expo et qu'on commençait à avoir nos premiers magasins. Je pense que ce sont toujours extrêmement bien passés et c'était une sorte de rendez-vous annuel qui obligeait aussi certains des exécutifs de Cupertino de venir voir le monde hors de la tour d'Ivoire, demande à Apple, oui, alors ils le font différemment aujourd'hui, mais je pense que c'était ça qui était important. Une réaction, messieurs. Alors, cette période, Steve Jobs, quelle question vous voulez poser à Pascal par rapport à son relationnel avec Steve? Moi, il y a un sujet qui me passionne toujours, qui est celui de la communication d'Apple, parce qu'il y a des choses qui se passent chez Apple et qui se passent nulle part ailleurs de la même façon. Je veux dire, et on a tous des exemples de trucs où on se dit mais c'est pas possible, une autre boîte te ferait passer par le même chat de la même aiguille pour arriver à toucher un produit, etc., etc. Je dirais attendez, vous allez arrêter tout de suite. Et il y a toujours chez Apple ce côté, enfin la façon dont je l'explique quand on me le demande d'ordinaire, c'est que j'explique que la communication d'Apple est quelque chose d'abord d'extrêmement écrit, et que la raison pour laquelle il se passe plus grand chose après les keynotes, c'est tout simplement parce qu'on estime que la communication est déjà tellement écrite et les messages tellement ciselés que tout ce qui pourrait se passer après ne servirait qu'à dénaturer le message original. Mais c'est vrai que ça aboutit à des choses où moi je me souviens d'événements Apple à Londres par exemple où on croisait Pascal et où il y a des gens après qui passaient et qui nous disaient non Pascal il peut pas répondre à une interview, hein, c'est pas possible, il n'est pas porte-parole, mais il est VP d'Apple. Ah oui mais il n'est pas porte-parole. C'est vrai que l'organisation pour cet événement-là, médiatique d'Apple, ce jour-là, on avait choisi une personne comme porte-parole, qui était par exemple le chef de produit venu de Cupertino, qui était le seul qui pouvait répondre aux questions. Moi, je me souviens d'une conférence, d'un one-to-one avec John Robiston que tu connaissais bien, hein, qui était vice-président d'Apple en charge du matériel, se faire presque humilier par une attachée de presse qui a coupé la parole en disant vous n'êtes pas habilité à parler de futurs produits. C'est surprenant, quoi. Il faut juste que vous compreniez que pendant de longues années, moi j'étais le chef de produit et dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, sans doute 2004, on faisait le pitch sur les résultats, mais aussi le produit. Quand on devient la société qui est la nôtre et le succès qui est le nôtre, on se rend compte qu'une fois encore, je reviens sur cette logique, on était devenu une nation de spécialistes, il fallait que l'on soit très prudent. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la croissance qui était la nôtre, quelques bavures ou mots perdus lors d'une interview ici, en Europe, au Japon, en Chine, via l'Internet, passe sur Yahoo et a un impact très fort sur ce qui s'appelait alors l'action Apple. Donc on a effectivement totalement fermé les vannes. C'était frustrant au départ. Je me suis contenté pendant de longues années de me satisfaire simplement des résultats et des chiffres, alors que fondamentalement ce qui est sexy chez Apple, c'est évidemment le produit, mais ça a son mérite. Après le débat pour savoir si oui ou non il fallait importer en club ou en business class un chef de produit américain parce qu'on estimait que l'Européen n'était pas capable de le faire, ça c'est une bataille de fond que j'ai eu pendant de longues années avec c'est démotivant pour les équipes que j'ai en partie gagné et perdu suivant les cas, mais qui était une aberration totale. Et c'est là où il y a les lignes du système, parce que pour justement grandir et croître, il faut aussi donner plus de responsabilités. Une fois qu'on a dit ça, n'oubliez pas que cette société, je retourne demain à HEC avec un professeur exceptionnel qui s'appelle Vincent Bastien, Jean-Noël Caperer, qui ont écrit un bouquin Luxe oblige. Et j'ai découvert à la faveur de discussions avec l'un et l'autre qui prenaient un exemple de Apple sur comment on avait utilisé les codes du luxe pour créer une marque aspirationnelle avec une valeur immatérielle de la marque qui est forte. Et pour faire cela, on n'est en rien différent de ce qui se passe chez un Chanel, chez un Hermès.
C'est-à-dire qu'on a une communication extrêmement scriptée, codée, mais qui nous permet de ne pas laisser tout à chacun s'exprimer et donc brouiller le message. Pour aller encore plus loin que la réflexion de Cédric il y a un instant, non seulement il y a encore aujourd'hui des codes de communication bien précis au sein d'Apple, à savoir il n'y a que certaines personnes qui peuvent parler, mais au-delà, il n'y avait qu'une seule personne dans le monde qui représentait Apple, c'était Steve Jobs, personne d'autre n'était apte à parler à sa place. Et on peut se demander de temps en temps si ce n'était pas un petit peu contre-productif qu'il soit toujours représenté comme le père de tous les succès d'Apple, alors que tu l'as dit toi-même, il y avait des équipes qui étaient talentueuses, qui étaient derrière. Et ce n'était pas un peu frustrant en interne de ne pas pouvoir systématiquement être associé à ces succès-là, médiatiquement parlant, je veux dire? Si, il y a sans doute plein de frustrations comme celle que vous avez mentionnées de John et autres, mais n'oubliez pas qu'on a vécu simplement la starification du monde de l'entreprise. Et Apple, comme toujours, a été un peu plus en avance sur son temps. Toutes les entreprises aujourd'hui, d'un CAC 40, d'un FTSE 100 ou d'un Dow Jones ou Nasdaq, sont arrivées au même mode opératoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie d'avoir l'équivalent en campagne de pub et que l'on fait parler à la seule même personne de manière extrêmement discrète, on peut négocier une première de page, une dernière de page. Ce qui est rare est cher, donc la parole est rare et elle devient donc plus chère, ce qui donne une couverture plus forte. Ça frustre évidemment la guilde des journalistes, légitimement qui ont du mal à faire leur marché, mais en même temps, ils sont tellement ils ont plus d'accès à l'information grâce au net qu'ils ont retrouvé un terrain d'équilibre. Mais on n'a fait finalement que montrer la première phase de ce qui est devenu aujourd'hui la règle dans toutes les sociétés publiques cotées, avec des actionnaires qui sont aujourd'hui des fonds de pension, des hedge funds, mais aussi toi et moi en tant qu'actionnaire privé. Donc voilà. Enfin, je ne suis pas actionnaire, mais je ne l'ai jamais été. Mais, Olivier, j'ai trois commentaires très rapides. Vous prenez la parole quand vous voulez, messieurs, allez-y. Pour ce que disait Pascal, j'en ai déjà parlé ici sur On refait le Mac, je crois 2 fois, quand Domenico Del Sole et Tom Ford ont repris Gucci en 1984, ils ont repensé tout le marketing mix de Gucci, mais en particulier sur la distribution, ils avaient décidé que leur clientèle était unique dans le monde et que la femme Gucci qui venait dans un magasin Gucci devait retrouver le même environnement partout dans le monde. Et qu'elle rentre dans un magasin à Tokyo ou à New York ou à Sao Paulo, c'était la même chose. Et en effet, on retrouve exactement ces codes-là dans la stratégie de retail d'Apple. C'est exactement les mêmes choses, c'est les mêmes tables, c'est les mêmes chaises, c'est les mêmes escaliers en verre, c'est les mêmes entrées, etc. On citait Chanel ou Hermès, mais je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un Gucci. Et si on regarde les marges données à l'époque à la distribution, elles sont retournées après investissement chez Apple. Donc c'était vraiment un coup de maître que tout le monde essaie d'imiter. La deuxième chose, en effet, je le voyais encore la semaine dernière, j'étais avec vous deux, quand Stéphane Richard est monté sur scène pour le show Hello pour Orange, tout le monde pense à Steve Jobs spontanément. Sa keynote. Il a créé la catégorie des keynotes qu'on retrouve maintenant au CES depuis quelques années, où tous les patrons des boîtes américaines montent sur scène, ils font le show. On pense toujours à Steve en se disant on fera jamais mieux que ce qu'il a pu à l'époque incarner. Parce qu'on est vieux, Rodrigo, c'est pour ça. Ben oui, mais voilà. Et pour finir, j'ai une anecdote. Moi, j'aimais beaucoup les Apple Expo de l'époque. Moi, je les avais fait au CNIT. Et je crois que le dernier était vers 2007-2008. Oui, 2007-2008, voire 2000. Ouais, c'est ça, 2008. Porte de Versailles, 2006, où une agence de relations presse d'Apple, Ami, vous voyez de qui je parle, avait organisé un blog avec une dizaine de blogueurs. Et il fallait qu'on alimente ce blog sur l'Apple Expo. Et j'avais demandé, donc j'en faisais partie, j'avais demandé si je pouvais tout écrire. Et on m'a dit, bien sûr, on vérifie, bien sûr. Malheureux. Et moi, j'avais dit, mais le nouveau Mac Pro est génial, mais alors mettez des écrans d'ailes dessus parce qu'ils ont une meilleure contraste et plus de connectique. Et là, tu as les Stormtroopers qui ont débarqué sur l'Apple Expo, c'est ça? Et les Stormtroopers ont débarqué. Il paraît que mon post avait été traduit en anglais, remonté à Cupertino, et le blog a été fermé le lendemain. C'est vrai, comme ça. De l'Apple Expo. Pascal, que tout est lu, tout est passé au crible, tout est passé au tamis au sein d'Apple. Tout est lu, mais oui, mais absolument. Il y a un filtre, il y a une forme de censure, c'est moi qui utilise ce mot aujourd'hui, mais les enjeux qui sont en cause sont importants. Une fois encore, vous avez un espace de liberté tellement énorme, je vous le rappelle, sur le net, sur les sites de rumeurs et autres,
que dans la communication qui était celle institutionnelle de la marque, on jouait cela. Alors, on peut en débattre, on peut ne l'aimer pas. Je crois que je regarde le sourire de Rodrigo ou le tien, vous avez plutôt bien vécu cette époque-là et vous êtes nostalgique de cette époque-là, donc parlons du futur. Oui, juste pour conclure, hein, sur Steve Jobs, parce que quand même, c'est un personnage qui va marquer pour longtemps cette entreprise. On l'a compris, c'est une personne qui était au centre de tout au sein d'Apple. Comment toi, tu as géré tes équipes au moment où tu as appris qu'il était malade, tout simplement? Il était à la fois au centre de tout, mais n'oubliez pas que sa zone d'impact était réellement le produit et toute la communication qui touchait vous et moi en tant qu'utilisateurs ou clients. La réalité des choses, c'est sur tout le reste, et Dieu sait si pour faire une société de la taille qui est la nôtre, il y a beaucoup d'autres univers, Steve n'était pas particulièrement plus présent qu'aucun autre directeur général. Donc ça, c'est très important de comprendre. On savait qu'il y avait un univers sur lequel il y avait Jobs, produit, et la communication. Il ne gérait pas au quotidien la boîte, c'est ça que tu es en train de dire. Non, je dis qu'il gérait la boîte en tant que patron, mais il se focalisait sur ces deux univers-là. Donc il y avait beaucoup d'espace de croissance quand on passe d'un business, une fois encore, de 5 à 150 milliards, d'une valorisation de, je ne sais plus très bien, 5, 10 à 400, 500. Et pour les gens qui ont un peu d'initiative, je crois qu'il fallait toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Première idée. Deuxième idée, on a quand même eu très tôt la préoccupation de bâtir des talents. On ne sait pas simplement s'assurer de recruter des gens. Les types de personnel qu'on recrutait, des gens qui avaient une culture, un savoir-faire, et qui étaient souvent très brillants, ou qui avaient une culture qui pouvait aller dans l'ADN de Apple. Je l'ai fait moi modestement ici en Europe, mais dans chacun des 20-25 pays qui ont été les miens. Et on faisait aussi dans le recrutement de nos équipes sur la com, où on prenait le meilleur infographe, le meilleur. Ça veut dire quoi, Pascal? C'est alors que Tim Cook, pardon, que Steve Jobs avait su représenter la marque, il a su parfaitement préparer la suite. C'est ça que tu es en train de dire? Je pense que la preuve, c'est que cette société continue encore, croit qu'elle a encore un futur, que vous allez évidemment me poser la question de savoir si oui ou non il y a encore un potentiel d'innovation. Moi j'ai extrêmement, et je l'ai dit, je l'ai raconté, je crois que j'en ai parlé dans quelques interviews, les annonces de septembre qu'on a très longtemps attendues, trop longtemps, ont été extrêmement pertinentes parce que ça a été un concentré de technologie et je crois qu'on n'est pas au bout de l'histoire. C'est une société qui finalement n'est que dans son adolescence. Et quand on regarde des sociétés qui ont duré 100 années, quand on regarde même Sony, qui va un peu plus mal aujourd'hui, on est peut-être au milieu des années 70 pour le Sony qui aujourd'hui est un peu plus Alors, on va revenir dans un tout petit instant sur l'Apple d'aujourd'hui, sur la gamme de produits, ton regard, l'iPhone 5C qui est là et l'iPhone 5S que tu utilises tous les jours. Mais tout de même, au moment où il est parti, au moment où il est décédé, on a senti comme que la boîte était bouleversée, qu'il y avait comme un frein à main qui avait été tiré. Et je ne sais pas si même Tim Cook n'a pas utilisé cette analogie-là, où tout s'est arrêté pendant quelques mois, il a fait une période de deuil. Toi, tu étais encore au sein de l'entreprise. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est vécu en Non, mais la rançon de cette starification forcené de Steve Jobs fait lorsqu'il s'en va, il y a un vide bien plus étroit que si on avait 2, 3, 4 speakers et autres. Donc ça, c'est le coût de la stratégie pendant plus de 10, 12 années. Première idée. Deuxième idée, je l'ai vécu en première main puisque le 5 octobre 2011, j'étais en fait à Cupertino. Je travaillais sur le business plan suivant et mon bureau de passage était littéralement à quelques dizaines de mètres de celui de Steve. Et je suis allé avec Lanita, d'ailleurs, son assistante, fermer les portes. Et j'avais là toute mon équipe européenne. Donc on a compris cela, mais on a fondamentalement... Le 5, c'était donc le jour de l'annonce de la mort de Steve. Nous, on l'a su à 15h et ça venait de se procéder, ça venait d'arriver depuis à peine quelques heures. Mais à l'interne, on a vraiment compris cela qu'en sortant de Cupertino. L'impact, le choc. Là, tout d'un coup, on a vu en moins de quelques heures, je me rappelle très bien de ces moments de 6 heures, à la fois des camions TV avec des satellites et des modes de communication qui ne faisaient en fait la une sur la mort de Steve. Très vite, des bougies et des bouquets de fleurs amenés non pas tant par les employés que par les gens autour de la Silicon Valley. Et surtout, une déferlante médiatique incroyable sur les heures, jours qui ont suivi. Et donc ça c'est là où en fait il a été difficile de gérer cela, puisque là on se pose vraiment les questions. Et évidemment, même moi qui en étais proche et qui l'avais vu dans un état qui n'était pas le meilleur état possible, du moins c'est mon mode opératoire, je ne me suis jamais résolu à l'idée de le quitter. Mais c'est vrai aussi pour un parent proche, un frère, sœur, une amie et autres. Et donc, ce qui s'est passé sur ces quelques heures, quelques jours, c'est effectivement un grand vide. Pour autant, on avait songé à cela et préparé. Steam, je vous le rappelle,
4-5 années avant, avait été déjà l'acting CEO, puisque la maladie de Steve ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et donc, on avait déjà mis en place une structure qui pouvait tourner, non pas sans Steve, parce que rien n'est et ne sera plus identique avec l'absence de Steve, mais qui répondait un petit peu au coin d'une société qui est finalement une société de 80 000 personnes, une entité humaine forte, et qu'il fallait préserver. Pour toi, Tim Cook est le successeur indiscutable de Steve Jobs aujourd'hui. Il a été et il est le successeur indiscutable de Tim Cook. C'est pas un patron de transition, Claire. C'est en rien un patron de transition, contrairement à ce qu'on pense avec l'arrivée de Arens de chez Burberry. Burberry, on va en fait, il est là pour de longues années, Tim. Il vit, il est dédié à Apple, il est talentueux. Il a l'ADN de cette société dans ce monde et j'ai le plus grand respect pour Tim. On lui reproche souvent de ne pas être un homme de produit. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique-là par rapport à Steve on peut pas, bien sûr, mais pourquoi devrait-on arriver à 50 ans consommer un homme de produit alors qu'il a commencé à être d'abord quelqu'un de brillant, qui ensuite a travaillé sur la logistique, la distribution, les opérations et qu'il a repris cette courbe. Par contre, il comprend le produit, il sait s'entourer de gens talentueux, donc moi je suis très confiant sur ce que fait Tim. Et évidemment, il ne faut pas essayer de miroiter l'image de Steve dans Tim. Par contre, la culture, l'amour qu'il a de la marque est absolument indiscutable. Ouais, il y a eu un moment fort dans le règne, je n'aime pas ce mot, mais dans le management de Tim Cook l'année dernière. C'est une organisation de la direction d'entreprise avec un départ important, celui de Scott Forstall. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est véritablement pensé à ce moment-là, si tu as pu avoir des informations à ce moment-là? Écoutez, Scott, je le connaissais très bien, c'est un des gars les plus brillants de cette génération. Papa d'iOS, notamment. Oui, c'était le patron d'iOS, mais c'est aussi quelqu'un de brillant, remarquable. Je ne peux pas, à plusieurs milliers de kilomètres, vous dire que j'avais l'ensemble des inventions, mais en gros, il est vrai qu'il était un petit peu difficile, extrêmement volontaire sur les produits à pousser. Quant à Browett, je pense que c'était simplement un recrutement rapide. Le patron des Apple Store. Le patron des Apple Retail Store. Et que c'était sans doute un acte fondateur pour Tim que de prendre cette décision-là. Moi, je regrette personnellement le départ de l'un et de l'autre, qui étaient des personnes remarquables, et particulièrement de Scott, qui sur le produit est sans doute quelqu'un d'irremplaçable. Pour autant, une fois encore, vous êtes aux États-Unis, au monde, combien de talents les plus brillants de la planète ne souhaite qu'une seule chose, c'est venir travailler à Cupertino et participer au développement de ces produits. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une équipe fantastique et qui délivre des beaux produits avec un peu plus de temps et plus de délai, mais au global, ils sont là. Alors, le résultat de cette réorganisation, habile transition, elle est là. Hein, tu as amené tes téléphones, l'iPhone 5C ici et l'iPhone. Tu voulais dire quelque chose, Cédric, excuse-moi. Vas-y. Oui, parce que Pascal disait ce serait idiot pour Tim Cook d'essayer de faire une reproduction, un copier-coller de ce qu'était Steve Jobs, parce que d'abord c'est des personnalités différentes avec des compétences et des appétences différentes. Est-ce que du coup, moi l'impression que j'ai depuis que Steve Jobs n'est plus là, c'est que on essaye de reprendre les mêmes recettes encore sur la communication. Par exemple, le déroulé d'une keynote aujourd'hui et le copier-coller du déroulement d'une keynote avant. C'est-à-dire le patron arrive sur scène, dit bonjour, fait c'est un peu moins fun, non, c'est pas ce que je veux dire. Fait le discours de l'état de l'Union, le dernier Apple Store qui est ouvert, les chiffres, etc. Puis la même exactement la même partition. Or, si tout à coup on te dit tu vas continuer à faire du millefeuille parce que tu es le grand spécialiste mondial du millefeuille, mais tout à coup, désolé, on n'a plus de beurre. Tu vas le faire à la margarine. Bah oui, mais ça va pas faire le même millefeuille à la fin. Est-ce que ce serait pas l'occasion de changer un peu la recette, ou est-ce que justement il n'y a pas une peur intériorisée de toucher aux recettes qui ont fait le succès, de toucher à ce que Jobs a mis en place avant sa disparition? Moi, je crois que vous êtes sur un point extrêmement précis que moi je partage totalement. Si j'avais un conseil à donner à Tim et en prenant un petit peu c'est qu'il soit lui-même et qu'en rien il n'essaie de jouer, que ce soit dans le ton, la voix, le scénario, ce qu'a essayé de faire Steve Jobs. Mais là encore, admettez que ce qu'il y a sur ses épaules, alors que le monde entier, à la faveur de la disparition de Steve, a été braqué sur Apple, est tel qu'il faut lui laisser, de la même façon qu'il a un acte fondateur avec le licenciement de 2 managers clés, lui laisser le temps de peut-être retrouver un équilibre et d'être lui-même. Et lui donner non pas simplement quelques jours, quelques semaines, mais quelques années. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Une fois encore, ce qui est important, c'est si oui ou non cette société continue à délivrer des produits
qui puisse vous surprendre, vous et moi, des services qui nous animent. Et je recrois ce qu'ils ont démontré, et j'en parle maintenant vraiment avec tout le détachement nécessaire à la fois à ce qui a été une aventure humaine rare, particulière, qui marque une vie, mais aussi une société que j'ai quittée avec finalement énormément de facilité. Au bout d'un an et demi, ces sociétés a continué à délivrer des produits rares. Ce n'est plus un cycle de 6 ou 9 mois. Ils continuent à accroître leur part de marché sur certains univers. L'App Store est un succès faramineux. C'est devenu en gros le seul paradigme du futur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui concevoir des produits sans penser à l'application. Donc je pense que c'est ça, le vrai jury sera là aujourd'hui dans les années à venir. Alors, certainement. Quand est-ce qu'on verra apparaître des produits qui ne seront plus ceux d'une roadmap à laquelle Jobs a l'arrivée sur de nouveaux marchés? Je pense que moi, je ne le sais pas. Le futur d'Apple. J'ai eu le privilège d'être dans ce qu'on appelait le top Android pendant de longues années et de voir ces nouveaux produits. Mais je pense qu'il est clair qu'en 2014, et je me suis déjà exprimé sur le sujet, on devra avoir une Apple TV. Si Apple, alors même qu'on a une explosion du contenu et de la création, ne vient pas sur Apple TV, pour révolutionner un petit peu, non pas le design de l'Apple TV, parce qu'objectivement, une Samsung, une Love aujourd'hui sont superbement très belles, mais en offrant des notifications, en offrant des guides de programmes, ce qu'on appelle en anglais des EPG, d'une toute autre nature, en simplifiant la capacité que vous et moi, on a de programmer soi-même ces émissions en allant sur le cloud et autres, en ayant des notifications qui nous expliquent aujourd'hui et nous alertent sur ce qu'on souhaite, bref, qui utilisent l'ensemble de ce que le net aujourd'hui offre, je pense que vous et moi, on sera déçus. Donc je pense que l'Apple TV est là. Je pense qu'il est clair aussi que rester sur un écran à 4 pouces sur le téléphone ne pourra pas durer. Il y a aujourd'hui vraiment des écrans plus grands qui vont grandir. Donc là, c'est le deuxième pari que je serais prêt à faire. Et le troisième pari, je pense qu'aussi, même si ce n'est pas le propos de cette marque, c'est-à-dire de suivre Android dans une course de part de marché, on pourrait estimer à un moment donné sur les pays émergents d'avoir des téléphones un peu moins chers ou un positionnement de ce produit qui est une merveille d'une autre nature, comme l'est aujourd'hui le 4S. Et s'ils font tout cela, cela devrait délivrer déjà suffisamment de contenu, sans vous parler des operating systems, de ce qui se fait sur le cloud, sans vous parler des prochaines arrivées sur les apps qui sont extrêmement fortes. Et ça, la montre connectée? Alors ça, j'ai beaucoup de mal à le voir. Pourtant, c'est ton dada en ce moment, les objets connectés. Oui, mais je ne suis pas un grand fan de la montre connectée. Je pense que ce qu'on a montré avec la tablette, je vous rappelle que le 28 janvier... Non, mais justement, maintenant, parce qu'elle a toutes les raisons de ne pas vouloir qu'Apple arrive sur ce marché. Peut-être, mais je n'ai pas investi ni dans Pebble ni dans Samsung. Et ce sont les deux seuls réels acteurs de cet univers. Mais tout ça pour vous dire que le 28 janvier 2010, lorsque on a lancé l'iPad, je rappelle une des vidéos qu'on trouvait sur le net, c'était la vidéo, je crois, c'était de Bill Gates au Comdex 2000, qui montrait la tablette PC. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ces 2 années 2000-2010? C'est en gros le timing, l'essence. Et je crois qu'aujourd'hui, Samsung nous le montre quelque part, le timing n'est pas encore bon. Et donc, dans la hiérarchie des choses, un Apple TV me semble être le prochain produit. Un travail autour d'une vraie gamme de téléphones va être forte. Et puis, n'oubliez pas encore que sur l'iPad, on a encore tout à faire. L'iPad Air, l'iPad mini n'est même pas encore, le Retina n'est même pas encore lancé. L'iPad Air vient à peine d'être lancé, donc je crois qu'il y a encore des milliers de produits à être vendus. Alors, tu semblais dire mais tout ça, c'est les désirs de Pascal Cagny en tant que consommateur et d'observateur du marché, ou c'est des opinions informées? Non, c'est l'opinion informée d'un observateur informé du marché. Qui est passé par le laboratoire. Je pense que l'Apple TV va arriver, elle doit arriver. Et Apple, le monde en a besoin. L'expérience TV n'est pas encore satisfaisante aujourd'hui. Rodrigo, pour conclure. Ouais, 2 commentaires sur ce que disait Pascal tout à l'heure. Moi, je suis toujours choqué, et vous me l'aurez entendu dire à chaque fois depuis longtemps, le procès qu'on fait à Tim Cook en tant que successeur ou pas de Steve Jobs. Le succès d'Apple n'est certainement lié au produit et au design, mais également avec une machine logistique opérationnelle extraordinaire, un petit peu ce que faisait Dell à l'époque, où le succès de Dell, c'était la gestion de l'inventaire en 2 jours ou moins. Donc Tim Cook est tout à fait légitime, et depuis qu'il est aux commandes, Apple ne s'est jamais aussi bien porté. Il continue à délivrer à la fois du chiffre d'affaires et du résultat net en croissance trimestre après trimestre. Donc Tim Cook est tout à fait légitime, et je voudrais qu'une fois pour toutes on arrête de se dire est-ce qu'il est légitime, ou de se dire est-ce que c'est Johnny Ive qui doit prendre la relève. Ça, c'est le premier point. C'est pas Johnny Ive qui doit prendre la relève. Vous l'avez beaucoup.
Vous l'avez beaucoup dit dans cette émission, je me suis toujours inscrit en faux. Non, la question c'est de savoir est-ce que c'est Johnny Ive qui devait prendre la relève sur scène. Sur scène et sur les produits. Mais pour revenir... apparemment, ça n'en prend pas le chemin. Mais pour revenir sur les... Deuxième commentaire. Oui, vas-y, conclue, allez vite. Apple a réinventé ou a inventé un certain nombre de catégories incroyables depuis 12 ans. À la fois la téléphonie depuis 7 ou 8 ans, c'est absolument incroyable. Ils ont tué dans l'œuf les BlackBerry, les Nokia, etc. Ils ont fait déménager les centres de gravité, les centres de gravité en termes de marge, totalement. Les centres de gravité qui étaient d'abord au Japon dans les années 2003-2005 avec iMode et en Europe vers les États-Unis. C'est une énorme perte pour nous Européens, mais c'est un énorme succès pour Apple, et ils ont complètement lancé ce marché-là qui était copié par tout le monde en form factor, en termes d'App Store, etc. Ils ont refait le coup sur la tablette, je suis d'accord avec Pascal, on n'a pas encore tout vu sur la tablette, il y a beaucoup de choses à voir, en particulier elles ne sont pas, en tout cas dans le monde iOS, multi-comptes. Aujourd'hui, c'est un outil très très personnel. En tout cas, chez Apple, elles ne sont pas multi-comptes, je te confirme, Rodrigo. Ce qui n'est pas le cas. C'est ce que je dis, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Alors, nous, on interagit avec notre univers numérique sur vraiment toutes sortes d'écrans. Oui, peut-être il y aura des montres. Moi, j'y crois moyen, on en a déjà parlé. Moi, je préfère ma Breguet. Mais on a les petits écrans, les grands écrans, les phablettes, les tablettes. Ouais. Apple n'est pas encore sur la télé et c'est un univers avec lequel on interagit. Oui, ils seront présents. Moi, je suis ravi de mon Apple TV. Je m'en sers tout le temps. Je l'évangélise auprès de tout le monde. Mais je suis encore surpris du peu de place que prend Apple, par exemple, et c'est ma question pour Pascal, dans le monde du jeu. Le monde du jeu fait 85 ou 90 milliards, c'est plus gros qu'Hollywood. Du jeu vidéo, c'est plus grand qu'Hollywood. C'est plus de temps passé sur les jeux que sur le web ou sur la télé. Voilà. Et Apple n'est pas tout à fait présent, même s'il y a des tentatives avec l'iPod Touch pour le positionner là-dessus, même si l'A7 sur l'iPhone 5S aujourd'hui permet de faire du jeu, même si c'est les capteurs. Je ne vois pas de poussée encore d'Apple énorme. Pascal. D'abord, je pense que je me suis intéressé à l'univers du jeu depuis très longtemps, et évidemment, en étant membre du board de Vivendi et en ayant vendu Activision, j'aimerais simplement vous rappeler que Activision Blizzard représentait 110% de ce qu'on appelle le pool de profit de l'industrie du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette industrie du jeu, notamment sur les iPads ou les iPods, beaucoup de gens perdent énormément d'argent et qu'il n'y a pas encore de démonstration définitive sur le fait qu'on puisse se substituer à ce qu'a réellement bien fait à un certain point Ubisoft, mais aussi les Activision Blizzard de ce monde. Et donc pour Apple, quand on se situe là où on est, c'est-à-dire un business de plus de 150-160 milliards de dollars, une plateforme essentiellement, le souci c'est de donner les meilleurs outils pour le faire. Donc mettre un processeur de 64 bits avec un graphique, une qualité graphique exceptionnelle sur l'iPad Air, l'iPad Air et sur l'iPhone 5S, c'est ça qui est la clé. Et à partir de là, on va rendre possible nombre de nouveaux développements. Mais ce n'est peut-être pas, et ça n'a jamais été en fait, dans l'ADN d'Apple, de créer des jeux, la console de jeu. Et de créer la console de jeu ou de créer des logiciels sur le sujet. Et sur les tailles, je crois qu'on voyait un petit peu l'univers qui est le nôtre. Regardez, il y a en gros toute la contenu, la création, la vidéo, un catalogue de films qui doivent aujourd'hui être consommés différemment. La relation des grands des utilisateurs, des usagers aux médias aujourd'hui est à 88% via un écran. Je pense que conquérir cet univers-là, en tirer parti, le remonétiser alors même qu'il ne l'est pas. Il y a aujourd'hui une relation inversement proportionnelle entre la taille des marchés médias et l'univers de numérisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur la musique, qui est le plus petit des marchés, on est à 40-50% de numérisation. Vous êtes sur le livre, sur la vidéo, sur les magazines, on est à 2, 3, 4, 5, 6%. Donc je pense qu'il y a encore une conquête à faire et que Apple ne sera jamais aussi bon que sur la plateforme, le logiciel, quelques applicatifs et évidemment le device, c'est-à-dire le iPhone, l'iPad ou le Mac. Alors, tu parlais de la nouvelle gamme d'iPhone il y a un instant et tu te félicitais du choix stratégique d'Apple. Il n'empêche, on lit la presse, on entend les analystes et il semblerait que ce modèle-là ne performe pas autant que celui-ci, hein, l'iPhone 5S. Il est gold chez Pascal Cagny, c'est normal. Gold is best. Concrètement. Champagne.
Oui, champagne. Concrètement, est-ce que là, il n'y a pas une erreur de positionnement tarifaire sur ce produit-là? Peut-être être un peu moins ambitieux sur le hardware, moins performant, garder ce form factor, garder ce design, mais le vendre un peu moins cher. Apple sait faire, il l'a fait sur l'iPod, il l'a fait avec l'iPad mini. Est-ce que là, Apple ne serait pas dans une... ne se tromperait pas concrètement? Tim Cook, il y a deux choses. N'oubliez jamais que lorsque c'est là un petit peu où la magie d'Apple est sans doute ne peut plus être la même aujourd'hui qu'elle n'a jamais été, puisque cette société doit délivrer de manière récurrente 35-40 milliards de profits. Une marge brute de 35 à 38. C'est le couloir dans lequel ils sont. Donc quand vous faites cela, vous avez effectivement et la course à la part de marché, qui aurait pu être une des stratégies, une des voies, n'est vraiment pas celle d'Apple pour aller chercher 80-90% de part de marché chez Android. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième idée, je crois que à l'opposé du procès qui est fait au 4C, ce produit au 5C, ce produit sur la durée va avoir énormément de succès. Je me mouille sur ce sujet-là, mais je suis certain que son form factor que j'utilise moi depuis le début en fait, est un produit qui fait que lorsqu'on l'aura, comme sur le 4S et le 4 avant, positionné à 100, 150, 200 $ de moins, prendra sa place parce qu'il est exceptionnellement bien positionné. Ouais. Et n'oubliez pas, dernier point, qu'il était peu disponible et que le 4S, à un instant T, au mois de septembre, lorsqu'il était lancé, était pratiquement pas présent. 5S, donc on doit délivrer, et c'est le propre d'une société, d'une multinationale comme Apple, des résultats trimestre après trimestre, mois après mois, semaine après semaine. On a du mal à faire ce genre de compromis. Alors on va conclure sur toi, si tu es d'accord Pascal, parce qu'on a été long et c'était bon ce soir, merci encore. Il y a eu beaucoup de rumeurs au moment où tu es parti d'Apple sur les possibles points de chute. Est-ce que tu as une ambition encore aujourd'hui de diriger une grande entreprise? On t'a annoncé même à un moment donné à la tête d'une chaîne prestigieuse que connaît bien Cédric. C'était de l'info ou de l'intox? Écoutez les amis, j'ai eu le privilège pendant 25 ans d'avoir, à la faveur de mes rencontres et peut-être modestement de mon talent, la liberté de pouvoir faire une pause. Et de le faire en passant mon temps, ce que je fais aujourd'hui depuis près d'1 an, à rencontrer certains des ingénieurs les plus brillants qui soient ici en Europe et ailleurs. Donc ça, c'est la première idée. Ce qui me passionne, moi, chaque jour, c'est de rencontrer des ingénieurs, éventuellement, en amateur que je suis, encore faire des investissements. Et troisième idée, en apprenant ce que c'est que la gestion des grands groupes, en étant board de Vivendi, au conseil d'administration de Vivendi, ou celui de Kingfisher, dans un univers totalement différent, puisque c'est Castorama et autres. Et donc, aujourd'hui, ma seule volonté à moi, c'est de continuer d'apprendre, de voyager, de devenir l'observateur que j'ai toujours été, mais un peu plus pertinent que je ne pouvais l'être chez Apple, puisque j'ouvre mes yeux sur un univers qui est autre, celui d'Apple. Et on verra ensuite ce qui se passera. En Europe particulièrement, il y a au moment où je vous parle, un phénomène un momentum qui est fort. Le monde entier regarde sur l'Europe et on se rappelle que finalement, il y a plus d'internautes ici qu'il y en a aux États-Unis. On se rend compte que même en France, il y a eu plus sur le dernier trimestre d'investissement dans des sociétés avec une mise de départ de 5 millions d'euros qu'en Angleterre. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui est passionnant. C'est pas plus difficile d'investir en France aujourd'hui, Pascal, qu'aux États-Unis concrètement? Je pense que c'est plus difficile, mais les clés sont toujours les mêmes. C'est trouver le bon entrepreneur. Et Dieu sait si ce pays produit des talents exceptionnels et le bon produit ou le service. Et je crois que tant qu'on fait cela, on s'assoit sur le cadre réglementaire et on fait le pari de l'homme et du produit. Merci Pascal. En attendant de suivre les aventures de Pascal dans la nouvelle économie, dans les startups, on va suivre ça avec intérêt. L'heure est venue de notre concours Busy pour remporter l'une des 20 hausses qui vous est offerte ce soir, en répondant à la question tout de suite dans ce jingle. Pour remporter l'une des 20 robes Sunset pour MacBook Pro Retina offert par notre partenaire BeEasy, répondez à cette question. BeEasy fête cette année son anniversaire. Combien de bougies vont-elles être soufflées? Répondez via Twitter en associant votre réponse avec l'hashtag ORLM BeEasy, ORLM BEEZ. Bonne chance! Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Rodrigo. Allez, vas-y. Et sois bref. Il faut que j'aille super vite, c'est ça? C'est ça. Mais écoute, tu sais que moi j'aime bien le son, et d'ailleurs pour en parler avec Pascal, j'attends que l'iTunes Store non pas me vende des films 3D, mais des films en HD avec une bande son 5 points minimum, voire plus DTS audio, parce que moi je suis équipé et il y a très peu de sources. Donc j'aime bien le son, j'aime bien le gros son. En VF, hein. Accessoirement. Donc, je suis les enceintes, je suis les casques, et là j'ai vu passer dans mon flux d'actualité une petite enceinte.
d'une marque qui est positionnée moyenne gamme, que je trouve depuis toujours très jolie. Mais leur petite enceinte Bluetooth portable, pour chez soi, je la trouve absolument top. Elle a un look vintage. Elle a l'air d'avoir un son fabuleux d'après le copain qui m'en a parlé. C'est la nouvelle enceinte de chez Marshall qui s'appelle la Stanmore Black à 400 €. Elle est absolument splendide. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Merci Rodrigo. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir ? J'en ai deux, je vais faire très vite. Un, c'est un projet de recherche du MIT à Boston qui s'appelle Inform. Inform, c'est l'idée, tu sais, on a la visioconférence, on peut même s'amuser aujourd'hui à faire de la visioconférence en 3D si on a envie. Le problème, c'est que c'est très dur de recréer de l'interaction physique à distance. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo avec ce type qui est sur son écran et qui, au travers de petits cubes opérés par des espèces de micro-vérins à air comprimé, je crois, arrive à manipuler un objet à distance. Alors je suis pas sûr de savoir exactement à quoi ça va servir parce qu'évidemment c'est un projet de recherche, c'est pas du tout un produit, mais d'abord c'est magnifique à regarder et puis voilà, ça laisse entrevoir des choses pour l'avenir. La deuxième chose qui est beaucoup plus pratique mais qui ne concerne pas la France, vous allez comprendre pourquoi, ça s'appelle Coin, ça se passe aux États-Unis, c'est une start-up, c'est sur Kickstarter, qui lance une sorte de carte de crédit universelle, enfin d'appareil qui permettrait de remplacer toutes vos cartes de crédit fidélité. Vous les enregistrez dans votre iPhone d'ailleurs avec un petit dispositif qui fait penser à celui de Square et puis ça y est, elles seront stockées dans votre carte unique. C'est au moment de payer ou de la passer dans un lecteur que vous allez choisir quelle carte vous utilisez. Bon, moi, ça me pose plein de questions sur la fraude, sur tout ça, parce que vous sortez une carte qui ressemble à rien dans un magasin, vous la passez en disant je vais utiliser cette carte-là, le vendeur ne peut pas vérifier, il n'y a pas votre signature derrière. Donc ça demande à être approfondi et de toute façon en plus ça ne marcherait pas avec des cartes à puce chez nous. Donc pour l'instant c'est absolument sans objet, mais forcément ça fait phosphorer sur le futur des paiements. À mon sens, ça devrait plutôt se passer au travers du téléphone directement. Vous voyez, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait du NFC dans l'iPhone. Moi, je dis un capteur d'empreinte aussi, mais bon, passons. Ça arrive apparemment, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça va finir par arriver. Moi, j'avais une dernière question. iPhone 6, Cédric, je te parie que c'est dans l'iPhone 6, le NFC. Moi, je te parie que ça n'arrivera jamais le NFC chez Apple. Oui, mais une chose, l'iPhone... Apparemment, il a des infos, Pascal. Non. L'iPhone comme outil de paiement, c'est un truc mort-né à partir du moment où l'iPhone fait 15% de part de marché. Parce que les commerçants vont pas s'équiper. Pascal, donc, non. Mais on a le temps de réavoir toutes ces discussions. Moi, j'avais une dernière question pour Pascal. Depuis le début de l'émission, quand il parle d'Apple, il dit nous, il dit on. Moi, j'ai le souvenir d'un directeur de la communication de TF1 qui venait d'Apple et qui lui aussi, à chaque fois qu'il parlait d'Apple, disait nous et disait on, alors que ce n'était plus son employeur. Il faut combien de temps pour arriver à intérioriser le fait qu'on est sorti d'Apple, Pascal? D'abord, je vous rappelle que je parlais de nous. Tu peux l'envoyer Pêtre, mais je ne le ferai pas. C'est une bonne question. Je dis nous et on, puisqu'on parlait du passé. J'ai très vite, j'ai switché en disant eux ou Apple. Rassure-toi, dans la vie de tous les jours, on ne me reproche pas encore de parler d'Apple. J'aimerais moi parler de mon NFC. NFC, je crois qu'aujourd'hui, Bluetooth, Low Energy, iBeacon, c'est fantastique. Ce qu'ils ont fait avec... c'est ce qui est intégré dans l'iPhone 5. Mais je pense qu'il n'y aura pas de bataille, il y aura l'un et l'autre, comme toujours, puisqu'il serait bon qu'on ait peut-être le choix. Un coup de cœur qui m'importe, oui, ton coup de cœur. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que voulait dire 3D printing, donc je m'y suis intéressé, je suis allé voir sur place, et là j'ai trouvé, c'était il y a quelques jours, alors qu'il y avait un salon du 3D printing, de l'impression 3D à Londres, une société superbe qui s'appelle en fait Formlabs, avec un produit qui s'appelle Form 1, un jeune entrepreneur qui a moins de 26 ans, issu du MIT, et qui a lancé un produit à 3 299 $, qui n'est en rien destiné au grand public, exclusivement, si je puis dire, sur les PME. Donc il est intelligent pour ne pas vendre quelque chose qui est invendable et qui semble avoir beaucoup de succès. Il a été sur Kickstarter l'une des 3 ou l'une des 10 grandes levées de fonds sur le sujet. Mais en tout cas, l'entrepreneur est jeune, brillant, mature, et cette société ne va cesser de croître. C'est là qu'il faut investir. Formlabs. Il faut investir, il faut peut-être l'acheter, la regarder, l'essayer, et faire en sorte que toutes ces PME qui ont besoin de rapide prototyping, c'est le terme encore bâtard consacré au sujet, puissent utiliser cela. Mais c'est de la PME, c'est de l'entreprise, ou c'est du prosumer, pour utiliser un autre terme un petit peu compliqué. Merci Pascal. De mon côté, mon coup de cœur, regardez, ça peut faire penser à une enceinte, ça peut faire penser à une lampe, c'est un peu les deux. Ça s'appelle la Yamaha Relite RX 700, c'est une lampe
enceinte sans fil, une belle idée qu'a réalisé les Japonais de chez Yamaha, une enceinte avec un super son, le prix est un petit peu élevé autour des 600 €. Alors ce qui est dommage évidemment, c'est que ce ne soit pas encore au niveau des Philips Hue, hein, les ampoules connectées Wi-Fi, mais je pense que ce sera la prochaine génération. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à toi Pascal d'être venu avec nous, ça fait un vrai bonheur de t'écouter, hein. C'était vraiment passionnant ce soir, merci à toi de ta confiance, tu reviens quand tu veux. Dans un an. Dans un an, très bien, on verra si tu diras toujours nous. Quant à Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur Twitter avec son Twitter @Rodrigo. Et quant à Cédric, vous le retrouvez tous les dimanches à 13h10. followers and counting, hein. Oui, tous les dimanches à 13h10 sur LCI. Qu'est-ce qu'il y aura donc au menu de la prochaine émission de Plein Écran, Cédric? 2 startups rencontrées la semaine dernière à Tokyo. L'une qui a fait une appli iOS et Android qui s'appelle Cocopa. Alors ça te concerne pas si t'es pas une fille et que t'as moins de 25 ans, mais ça permet de changer les icônes de toute l'interface de ton téléphone. Ils ont fait 15 millions de users et je crois 30 millions d'ici la fin de l'année. Et surtout, c'est une startup japonaise qui a réussi à faire sa vie à l'extérieur du Japon, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et une deuxième start-up à Tokyo, dans l'incubateur de Joi Ito, qui est, longue histoire, mais tous les gens qui le connaissent. Mais une start-up à Tokyo patron du MIT Media Lab. Absolument. Et j'attendais que Rodrigo fasse le name dropping à ma place. Attends, j'ai ma photo de profil de 98. Laisse-moi terminer. On n'y viendra pas. Une start-up à Tokyo, mais lancée par 3 Français et qui, je vous la fais rapide, veulent donner au retail, au commerce de détail, les mêmes outils d'analytique, c'est-à-dire d'où vient mon client, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il passe devant la vitrine, est-ce qu'il rentre, dans quel rayon il va. Ceci grâce au Wi-Fi de votre smartphone, c'est super intelligent. Voilà, ça c'est dans Plein Écran ce week-end. Merci Cédric, vous retrouvez donc le Plein Écran dimanche 13h10 sur LCI. Quant à nous, on se retrouve, j'espère, dès la semaine prochaine. Bonsoir.